L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. J'ai trouvé ça. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Apport collectif. Balado où trois experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public et municipal apporteront à la table de discussion leur point de vue sur différents enjeux entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill. J'agirai à titre de modérateur pour cet épisode. Nos trois panélistes seront Maggie Couture de la Ville de Montréal, Marie-Michel Boudria de la Ville de Québec et Maître Antoine Martin du cabinet d'avocats Sarrazin-Plourde. Mesdames et messieurs, les objectifs de l'apport collectif sont entre autres de valoriser la profession d'approvisionneur et d'offrir une source d'information aux professionnels œuvrant dans la chaîne d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui peut sembler complexe, mais qui est essentiel dans les contrats publics. Les cautionnements, mais plus spécifiquement pour les contrats de construction. Les cautionnements jouent un rôle clé en assurant la protection des parties impliquées. Ces cautionnements protègent le donneur d'ouvrage de pertes financières dans l'éventualité où l'entrepreneur débiteur principal ne remplit pas ses obligations en vertu des termes et conditions de son contrat. Pour répondre à cette question, c'est quoi un cautionnement? Je demanderai à Antoine de nous expliquer en fond et en large c'est quoi un cautionnement. Antoine. Ouais. Un cautionnement, il faut le rappeler, il faut bien le positionner, c'est un contrat en lui-même. Un contrat nommé, donc un contrat qui se retrouve dans le Code civil, puis qui a sa propre section dans le Code civil dans lequel on décrit les obligations et les parties. Et un contrat de cautionnement, en fait, ça prend, pour qu'il y ait cautionnement, il faut qu'il y ait des obligations principales, qu'il y ait un contrat principal, dans le cas qui nous intéresse, un cautionnement d'exécution desquels on va parler tantôt, particulièrement, c'est lorsqu'il y a un contrat qui a été donné par un donneur d'ouvrage à un entrepreneur qui doit réaliser des travaux de construction, ou alors un contrat de construction principal. Ce que vient faire le contrat de cautionnement là-dedans, c'est qu'il y a un tiers, donc habituellement quelqu'un qu'on sait qu'il y a de l'argent et qui est solvable, donc qui s'engage auprès du donneur d'ouvrage, vient lui dire, tiens, donneur d'ouvrage, moi je m'engage à exécuter les obligations de ton entrepreneur, donc à poursuivre la réalisation du projet, puis à réaliser, donc exécuter les obligations qui sont de construire et de terminer la construction, si et seulement si le débiteur, l'entrepreneur, fait défaut de le faire. S'il fait défaut de le faire, tu m'appelles, puis moi, je vais m'engager et je vais exécuter ces obligations. Je vais terminer la réalisation du projet. Corrige-moi, Antoine, mais la caution pourrait aussi prendre la décision de donner un chèque au donneur d'ordre jusqu'à concurrence, évidemment, de la valeur de la caution d'exécution si elle évalue que ce n'est pas avantageux pour elle, là, selon les circonstances des faits, de ne pas, que ce n'est pas avantageux finalement de reprendre l'exécution du contrat. Est-ce que je me trompe? Dans le cas précis du cautionnement d'exécution, c'est une possibilité parce que ça, c'est un des éléments du contrat de cautionnement. À la base, si je reviens vous expliquer, c'est vrai que le cautionnement pur, c'est celui-là. On s'engage sans limite à exécuter les obligations du débiteur, contrat principal. Ce cautionnement-là, il peut se faire soit pour la totalité des obligations, mais on peut aussi, comme c'est le cas dans le cadre des contrats de cautionnement d'exécution qu'on voit habituellement dans le monde de la construction, les cautions ne vont pas s'engager pour la valeur totale du contrat. Ils vont limiter la valeur de leur engagement. Et ils pourraient, à un moment donné, en effet, faire le constat de je regarde ça. La norme, c'est généralement 50 de la valeur du contrat. Et ils pourraient déterminer que, bon, écoute, mon engagement maximal, c'est 50 du contrat. Il y en a pour plus que ça. J'arrête maintenant. Voici, je te donne la valeur de mon engagement, la valeur maximale de mon engagement, puis arrange avec ça. C'est une possibilité, tu as raison, mais c'est une subtilité qui est propre au questionnement d'exécution dans le monde de la construction.
ou d'un contrat de cautionnement qui est pour un montant limité. Inférieur à la valeur du. On n'est pas, tu peux cautionner jusqu'à la concurrence de la valeur maximale des obligations, mais il n'y a rien qui t'empêche de limiter la valeur de ton cautionnement. Et donc, c'est ça. Donc, le principe de base du cautionnement, on peut cautionner n'importe quelle obligation. Le classique cas de cautionnement, on voit, c'est quand on dit que quelqu'un vous endossez un prêt, quelqu'un, là, mes parents m'endossent pour le prêt de mon auto. Quand tu es plus jeune, ton premier prêt auto, ça se peut que tes parents disent, ils m'endossent. Bien, endosser, c'est une façon, on va dire, commune ou vulgaire de décrire un cautionnement. Le principe, c'est que quelqu'un s'engage à payer, quand quelqu'un vous endosse, c'est qu'il s'engage à payer pour vous si vous ne payez pas. C'est une sûreté, c'est ce qu'on appelle une sûreté personnelle, une sûreté qui est une sûreté, c'est un contrat par lequel on garantit l'exécution d'une obligation. On l'a dit personnel ici parce que c'est une personne qui s'engage à exécuter des obligations puis qui garantit l'exécution des obligations. Personne, c'est personne dans son sens large, peut être personne physique, personne morale aussi. Par opposition, les sûretés réelles, c'est les sûretés par lesquelles on donne des biens pour garantir l'exécution de nos obligations. C'est tout le monde des hypothèques. Donc, il y a deux façons, en effet, de garantir ces biens. Quand on ne peut pas être endossé et que personne ne veut nous endosser, on donne nos biens en garantie. Quand on achète une maison, l'hypothèque, c'est pas le prêt. La banque nous fait un prêt et on donne notre maison en garantie. Donc, si je ne paye pas, ben, tu pourras saisir ma maison et la vendre pour te rembourser. Mais dans les deux cas, c'est une sûreté. Donc, une sûreté réelle pour les hypothèques, une sûreté personnelle, c'est les cautionnements. Puis, oui, c'est essentiellement la façon de l'illustrer. Puis là, quand on tombe précisément dans le monde de la construction, là, il y a en effet tout un jargon, puis un type de trucs qui sont, de types de cautionnement qui sont développés dans ce cas-là. Le cautionnement d'exécution. Antoine, avant Oui, que tu embarques là-dedans, moi, je pense que là où je veux mettre l'emphase, là, c'est que le cautionnement se veut, dans le fond, différent des autres types de garanties qu'on pourrait être susceptible de demander dans nos contrats. Tu sais, je pense aux lettres de garantie révocables, des chèques visés ou des traites bancaires, ou même des garanties parentales. Donc, c'est d'autres formes de garanties, tu sais, qu'on peut aller chercher dans les contrats. Mais là où le cautionnement se distingue, puis Antoine l'a bien mentionné, c'est par le fait que c'est pas seulement une protection financière, mais ça peut aussi nous assurer la continuité de notre contrat. Alors, le cautionnement est beaucoup plus fort en ce sens que les autres types de garanties qu'on peut être susceptible de demander là, dans nos contrats. Ceci dit, chaque chose a sa place là, selon le type de contrat dans lequel on est, mais il faut quand même garder cet aspect-là en tête. Si je puis me permettre. J'ajouterais Marie-Michel aussi, excuse-moi Antoine, mais pour moi, la caution est un partenaire dans l'aventure du projet. Donc, il faut la garder informée, il faut la garder avisée aussi de tout possible manquement, d'une tendance que prendrait l'entrepreneur ou le responsable de notre contrat pour s'assurer qu'il nous suit dans notre avancement aussi et qu'il se met en posture préparation si on sent qu'on s'en va à un endroit ou à un autre. C'est son rôle de redresser. Il nous aide en cours d'exécution. Il est là pour nous supporter et s'assurer que l'entrepreneur va faire son travail avant qu'il tombe en défaut même. Donc, c'est en amont du défaut l'importance de les tenir informés et les cautions apprécient ça, cet échange-là. Et je pense que c'est souhaitable de le faire, là, justement, parce que ce qu'on veut, c'est que le chantier se finisse. C'est ça l'objectif pour l'histoire. Mais d'ailleurs, qui écoute, en effet, on s'est devancé dans l'application du cautionnement d'exécution, mais c'est parfait, ça permet en effet de bien cadrer le tout. Mais si je peux t'apporter quelque chose, justement, tu parlais tantôt, Marie-Michel, de garantie parentale. Oui. Une garantie parentale en tant que telle, c'est rien, ça ne veut rien dire. Malheureusement, encore là, c'est une mauvaise traduction. Oui, je veux dire, lorsqu'une maison mère garantit finalement l'exécution du contrat pour une de ses filiales. Oui, exactement. Donc, c'est ça. On parle d'une garantie parentale, c'est une tendance de parent guarantee, ça serait. Mais ça, juridiquement et à proprement parler, c'est le cautionnement par une société mère. Donc, c'est en tant que tel un cautionnement. C'est un cautionnement habituellement qui
qui est pure et absolue. C'est la société mère garantie. Si ma filiale fait défaut, moi, je vais venir et je vais exécuter les obligations. C'est un cautionnement d'exécution, mais celui-là, il est plein, il est complet. Mais il est donné à ce moment-là par la société mère de la société de projet qui peut avoir été créée, par exemple, une plus petite filiale qui réalise un projet. Donc, ça s'assure de pouvoir avoir de l'argent au sein d'aller chercher de l'argent, chercher des ressources auprès de la société mère qui est généralement plus fortunée que ses petites filiales. Les que ses petites filiales. Là, on a abordé rapidement donc les cautionnements. On va y aller en séquence normalement. Le premier cautionnement qu'on retrouve, c'est le cautionnement de soumission. Le cautionnement de soumission, qu'est-ce que c'est? C'est au moment où chacun des soumissionnaires dépose donc une soumission, dépose une offre, et il s'engage essentiellement, il reconnaît qu'il a la responsabilité, donc ça fait partie de l'engagement qu'il prend en déposant sa soumission, d'exécuter le contrat au prix où il l'a offert. Il a offert d'exécuter à ce prix. Parfait. Le cautionnement de soumission vient garantir précisément il s'engage essentiellement au même moment comme il s'est engagé à faire ça, il est responsable des dommages que ça peut causer au donneur d'ouvrage s'il refuse d'exécuter le contrat ou il refuse de commencer, il venir puis compléter les formalités puis commencer à exécuter le contrat qui lui aurait été adjugé. Il reconnaît qu'il est responsable des dommages qui sont là et le cautionnement de soumission vise précisément cet aspect-là. Il vient garantir au donneur d'ouvrage que le soumissionnaire va lui payer la différence de coût entre le prix qu'il avait annoncé, lui, et le prix que devra finalement payer le donneur d'ouvrage en se rapportant au deuxième, troisième, quatrième soumissionnaire, selon que tout le monde refuse en cascade, si ça va très mal. Mais s'il doit aller au deuxième soumissionnaire qui était plus cher, ben, il doit payer le cautionnement de soumission vise ça. Une compagnie de caution qui est prête à s'engager à ce que le donneur d'ouvrage puisse l'appeler et dire écoute, ça m'a coûté 3 millions de plus. Donc, ça va me coûter 3 millions de plus pour exécuter ce contrat-là. Payez-moi la différence. C'est parce que le joyeux gogo, l'entrepreneur que vous avez cautionné, n'a pas disposé, a choisi de ne pas exécuter ses obligations. Je vous en tiens responsable. Et donc, c'est précisément le cautionnement de soumission. Mais Antoine, aussi, donc, là, je t'entends, mais aussi le soumissionnaire, il y a aussi un autre plus possible impact, c'est d'être barré pour 2 ans aussi de soumissionner. Soumissionner sur des appels d'offres du donneur d'ordre aussi. Là. Pas possiblement, mais à ce moment-là, ça, c'est pas le cautionnement. Ouais. Ça découle pas du cautionnement. Oui, puis je mentionnerais que cette disposition-là n'est pas prévue dans la loi sur les cités et villes, mais évidemment, elle est prévue dans la LCOP. Ouais. Antoine, peut-être juste une précision. Oui, on peut réclamer la différence entre le prix de la soumission la plus basse qui ferait défaut, là, qui déciderait de ne pas donner suite à sa soumission, et le prix de la deuxième, mais jusqu'à concurrence, par contre, de la valeur de notre cautionnement, parce que, bon, dans le marché, on voit souvent un 10 de la valeur de la soumission qui doit être cautionnée en guise de garantie de soumission. Donc, si jamais l'écart est de 20 ben, notre caution ne nous permettrait pas de couvrir la totalité de la valeur. Ceci dit, ce n'est pas interdit pour le donneur d'ordre de quand même réclamer le delta, le 10 manquant au soumissionnaire qui ferait défaut, mais la caution va seulement te protéger pour le premier 10 dans mon illustration. Fait que ça, c'est le premier élément que je voulais mentionner. Deuxième élément aussi que je voulais mentionner, une bonne pratique dans l'élaboration de votre garantie de soumission, c'est de couvrir aussi la fourniture des garanties, attestations d'assurance, puis autres documents requis au début du contrat. Donc, si jamais il fait défaut de fournir ces documents-là, attestation d'assurance, garantie d'exécution, etc., ben, votre garantie de soumission va pouvoir s'appliquer à ce volet-là qui est en défaut au tout début du contrat, parce qu'évidemment, un des éléments qui pourrait ne pas vous fournir, c'est votre garantie d'exécution, donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour vous protéger. Donc, une bonne pratique, c'est vraiment d'étendre la durée de votre garantie de soumission et ses modalités à cette disposition-là qui pourrait être en défaut de la part du fournisseur.
En effet, fort bonne idée. J'essaie de voir cependant le. Oui, c'est ça. Et ça me permet de. Tu parlais de cette limite là, de 10% d'écart et autres. C'est Mhm. en fait c'est que dans tous les types de cautionnement, surtout en construction, c'est assez rare en effet que le cautionnement va être absolu. Les compagnies de caution vont dire OK, parfait, prends l'engagement, oui. Puis évidemment, il est contre rémunération par l'entrepreneur. Là. Et puis voilà, tu vas payer tant, mais moi, je m'engage à toujours à une certaine limite. Et je n'ai jamais vu d'absolu. La pratique n'est pas celle-là du tout, que l'ensemble des obligations, la totalité des obligations, il y a toujours une limite monétaire. C'est là qu'on flirte un peu presque avec l'assurance dans Oui, le cas des. C'est comme par hasard beaucoup des assureurs qui ajustent comme caution dans les projets. Ils vont se dire, OK, parfait, je suis prêt à prendre un risque, mais ça va être limité à ça. Je ne veux pas m'assurer de prendre l'ensemble des conséquences. Mais en effet, ça, c'est un autre des grands principes, surtout quand il y a une limite, une limite à la valeur du cautionnement. Le reste des dommages subis par le donneur d'ouvrage, il peut toujours les réclamer directement auprès du euh, débiteur fautif de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur lui cause plus de dommages que la valeur du cautionnement, exactement. il est cautionné pour une certaine portion, mais pour le reste, il demeure tout à fait Ça à limite risque pas sa de responsabilité, la exactement. responsabilité de lui, Ah, de l'entrepreneur lui-même. habituellement, l'entrepreneur lui-même veut que ça se règle bien parce que, tu sais, appeler la caution, c'est une tâche dans son dossier, il veut trouver des solutions. Donc, tu sais, il y a aussi, si on parlait tantôt 2 ans sans pouvoir redéposer une soumission, tu sais, avec la LCV, on n'a pas ça, mais en même temps, il n'y a pas un entrepreneur qui veut se retrouver avec une tâche comme ça dans son dossier. La caution, elle laisse des traces. Un historique qui rend difficile après l'obtention de d'autres cautions. Donc, il va faire ce qu'il faut pour satisfaire habituellement la demande si jamais il y a un problème. Là. Exact. Parce qu'à la base, la caution n'intervient que si le débiteur est en défaut. Donc, si la Exact. caution est intervenue, c'est que l'entrepreneur est en défaut. Exact. Puis là-dessus, je veux faire du pouce. C'est super important ce que tu viens de dire, Antoine. Et de ce fait, ben, pour qu'il soit en défaut, en fait, il faut lui avoir attribué le contrat et il faut qu'il n'ait pas donné suite à son contrat. Oui, Parce que bien souvent, hein, les approvisionneurs, on reçoit un appel d'un fournisseur qui dit: Je me suis trompé dans ma soumission, je veux me retirer. Non, ta soumission, elle est irrévocable. Tu es le plus bas soumissionnaire conforme. Je vais t'attribuer le contrat. Et si tu persistes à ne pas vouloir donner suite à ce contrat-là, là, je vais pouvoir faire appel à la caution. Or, si jamais tu n'as pas adjugé le contrat, ben, tu ne peux pas appeler la caution pour lui demander d'exercer une garantie de soumission. Il faut vraiment avoir commis l'acte d'adjuger le contrat et d'avoir vraiment la démonstration qu'il est en défaut, qu'il n'a pas donné suite à son contrat. Donc, c'est une technicalité pour nous permettre d'aller chercher cette garantie-là. Un autre détail aussi que je voulais mentionner, c'est que pour le donneur d'ordre, en fait, c'est quoi l'intérêt d'aller chercher des garanties de soumission? Ben, ça nous assure, d'une part, que nos soumissionnaires sont sérieux. Hein. Tous ceux qui vont déposer une soumission conforme vont être sérieux parce qu'ils ont quand même payé une caution et sont prêts à vivre les conséquences qui viennent avec. Puis aussi, ça permet d'éliminer des soumissions qui seraient irréalistes. Hein. Des fois, ça peut être différents stratagèmes de soumission. Ben, avec les cautions, évidemment, on n'a pas une soumission qui tient pas la route. Alors, ça nous aide finalement à assurer un sérieux dans notre processus. Voilà. en effet, Tu parlais de sérieux, Marie-Michel, mais c'est vraiment vrai, parce qu'on parlait de l'historique tantôt. L'historique, la solvabilité de l'entreprise, c'est comment ça s'est passé dans ces derniers contrats. Est-ce que l'entreprise fournit toutes les documentations? Est-ce que ça se passe bien? Évidemment, ça rend la chose très crédible pour la soumission qu'on reçoit. Là. Exact. Puis pour faire du pouce sur ce que tu mentionnes, Maggie, c'est tout à fait vrai. Puis pour être capable d'obtenir des cautions, ben justement, il faut que tu sois une entreprise sérieuse. Il faut que tu ailles passer un test de capacité financière auprès de la Exact. compagnie qui va te cautionner. Donc, ça nous assure aussi que les soumissionnaires avec qui qu'on a affaire, finalement, ont les reins suffisamment solides pour assurer l'exécution de nos contrats. parce que habituellement, en effet, la caution qui va avoir émis la garantie ou le cautionnement de soumission va déjà avoir fait son travail, il va être prêt à émettre
il va considérer que son débiteur que l'entrepreneur est suffisamment solvable pour qu'elle émette des cautionnements d'exécution et de paiement de gages et matériaux, desquels on va parler tantôt, pour la suite du projet, une fois que si le contrat devait leur être jugé, ils sont en mesure de le faire. Donc, ici, c'est en effet une bonne façon d'écrémer un peu les soumissionnaires pas sérieux. Tout à fait. Puis même, la bonne pratique, c'est de demander à cette étape-ci une lettre d'engagement de la part de la compagnie de caution à fournir justement ces autres garanties-là, desquelles on va glisser tout de suite. Je pense, on a mis la table. Donc, on a parlé du cautionnement de soumission, donc qui est pré-adjudication, puis qui vise les obligations. Si on était bien formel, Marie-Michel, désolé de te reprendre, mais il y a tout un processus comme ça. En effet, le fait de soumettre sa, sa soumission, c'est une première portion, c'est un contrat en lui-même qui est distinct du contrat exécuté plus tard, voilà, duquel ressort des obligations, une théorie de la Cour suprême avec le contrat A, le contrat B. Donc, contre la garantie de soumission qui est essentiellement pour garantir le contrat A, alors que les cautionnements d'exécution et de ce qu'on appelle communément gages matériaux sont plus pour le contrat B, donc la véritable exécution du contrat de réalisation d'un ouvrage en tant que tel. Donc, le cautionnement d'exécution, c'est en effet celui par lequel la caution s'engage si l'entrepreneur fait défaut à venir et à poursuivre l'exécution du contrat. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Il porte vraiment sur l'exécution de la totalité des obligations, mais essentiellement pour l'avenir. À partir du moment où je fais un défaut, je vais arriver et je vais exécuter pour la suite. Et c'est le cautionnement ultime et qui généralement est limité aussi dans son montant. C'est ce qu'on on en a déjà touché quelques mots plus tôt. Un cautionnement d'exécution, habituellement, la caution va s'engager, on va limiter sa responsabilité, va dire, parfait, moi je vais vous aider et je vais m'engager, je vais continuer le contrat, mais jusqu'à ce que mon engagement atteigne une limite financière, un montant particulier qui correspond habituellement à 50 de la valeur du contrat qui a été adjugé. Donc, c'est un contrat de 20 millions. On va dire, écoute, moi, je te donne un cautionnement, on va demander un cautionnement d'exécution de 50 de la valeur du contrat. Donc, on s'attend à ce que la caution vienne permettre 10 millions pour venir compléter le contrat. On va s'engager, elle va dire, parfait, moi, je vais dépenser 10 millions pour vous aider à compléter, à finaliser l'exécution du contrat. Antoine, la question pour toi. Oui. C'est quoi le processus pour exactement? Si ça arrive, ça se produit, qu'il faut changer de fournisseur, mais c'est qui sélectionne la firme qui va venir prendre la relève? C'est quoi le processus? C'est la caution qui s'occupe de ça. Ah oui? Rendu là, c'est sa responsabilité. Il n'y a pas rien à dire? Ou? Et bien souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils reprennent le même entrepreneur pour compléter l'exécution. Oui. C'est plus logique. C'est lui qui est là déjà. Puis, donc, il y avait surtout des problèmes c'est généralement des problèmes d'argent qui les empêchent de continuer. Okay. Mais sinon, habituellement, c'est l'entrepreneur c'est la caution qui se charge de finir. Tu dis, vas-y, finis ça, parce que moi, je ne vais pas reprendre un processus de sélection. Tu t'es engagé, toi, à exécuter ça, donc trouve la façon, trouve les personnes. Okay. Et trouve ce qu'il faut pour le compléter. Il faut garder en tête que puisque quelqu'un va exécuter les obligations à ce moment-là, ben, vous, comme donneur d'ouvrage, vous avez l'obligation de payer ce qui est exécuté pour vous. Donc, il faut que tu continues à payer, tu payes ce qui est réalisé pour toi, de sorte que c'est là que l'engagement de la caution est plus ou moins limité. Donc, il vient s'engager à payer jusqu'à 50 de dépassement de coûts, finalement, pour compléter. C'est des dommages qui découlent de ça et autres, ça, il va les payer. Et l'autre subtilité de laquelle on n'a pas encore vraiment parlé, puis qu'on oublie beaucoup dans l'équation, on parle toujours, c'est pas beau, c'est pas le fun pour un entrepreneur qu'une caution intervienne et autres. La caution, de l'autre côté du miroir, a une entente avec l'entrepreneur qu'elle cautionne pour lui réclamer chaque sou qu'elle doit dépenser du fait de son intervention. Donc, l'entrepreneur, il n'est pas libéré du tout de son obligation, bien au contraire, il faut qu'il paye la caution, qu'il rembourse à la caution tout ce qu'elle a dû débourser en excédent pour exécuter les obligations qui découlent du défaut de son entrepreneur. Donc, c'est vraiment pas le pire scénario possible pour les entrepreneurs. Et les cautions n'aiment pas particulièrement ça non plus intervenir parce que c'est pas simple d'après ça de récupérer ces sommes-là. C'est pas le fun de devoir poursuivre les entrepreneurs pour récupérer les sommes qu'elle a dû engager.
en raison du défaut de son entreprise. Donc, oui, vas-y, Eugène. Non, continue, poursuis. Ben, à moins que tu avais complété, j'avais un petit ajout à faire, mais qui est plus Vas-y, en marge. OK. De la question. Parfait. Ben, mon ajout est en marge un peu de l'intervention. En fait, une bonne pratique dans les contrats de construction, c'est d'exiger de la part de l'entrepreneur qui convertisse suite à l'acceptation sans réserve ou définitive, là, appelez-le comme vous voulez selon votre contrat, qui convertisse sa garantie d'exécution en garantie, en garantie d'entretien. Et cette garantie d'entretien-là devrait être aussi longue que la garantie de l'ouvrage prévue dans votre contrat. Généralement, c'est 1 an après la réception définitive qu'on peut retrouver dans les contrats. Donc, ça se trouve être une protection financière qui garantit le maintien en bon état ou qui fait en sorte que soient maintenus en bon état les travaux qui sont terminés dans le contrat et tels que prévus, évidemment, là, dans le dit contrat. À l'exception de ce qui peut évidemment résulter des vétucités ou de la détérioration normale là, des ouvrages. Fait que c'est une bonne pratique d'exiger ça dans vos contrats de cautionnement. Ben, en fait, dans vos contrats de cautionnement d'exécution. Et que le cautionnement d'exécution vienne couvrir, ne prenne pas fin, comme on le voit souvent, même souvent c'est avec la réception avec réserve. Oui, même, exactement. On ne vient même pas couvrir l'exécution de la réalisation la correction des irrégularités mineures, déficiences, appelez comme on voudra. Ça varie un peu, mais très souvent, ça ne couvre même pas ça. Mais ça se termine à la réception avec réserve. Et là, donc, je suggère de faire aller au moins jusqu'à 100 réserves. C'est déjà une pratique. Oui, à 100 réserves et même toute la garantie de l'ouvrage. Combien de clients nous appellent en disant « Ah là, mon entrepreneur, il ne vient pas finir sa job. Ça fait plus de 6 mois que j'attends pour faire ma réception sans réserve. Ou il y a une garantie, où il faut faire appel à la garantie de l'ouvrage, puis il ne vient pas. » Avec ça, ça vous assure qu'il y a un service au bout de la ligne. Excellente idée, ça. Oui. C'est intéressant, je ne l'ai pas vu encore. OK. Donc, ça, c'est le cautionnement d'exécution. Puis, comme je dis, ça, c'est essentiellement pour la suite. Il y a un défaut, c'est pour la suite. Et habituellement, quand on en arrive là, c'est souvent parce que l'entrepreneur commence à manquer de fonds et qu'il n'a pas payé un paquet de gens avant d'arriver avant d'être en défaut. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gages matériaux. Sauf que c'est un Labor Materials Bond en anglais. Et donc, c'est ça, parce que des bonds, c'est comme ça qu'ils appellent des cautionnements souvent. On va parler des fois de certieships, c'est assez rare, c'est généralement un bond. On va avoir un performance bond, puis un labor material bond en anglais. Et donc, nous, on a malheureusement juste importé ça ici pour cautionnement d'exécution, puis cautionnement gage matériaux. Gage matériaux, ça veut en fait rien dire en tant que tel. C'est que ça vient plutôt, la définition au long, c'est que c'est un cautionnement pour les obligations de paiement des salaires et des matériaux qui ont été consommés jusqu'à maintenant sur le chantier. Essentiellement, c'est les commandes qui ont été passées, des gens qui ont travaillé jusqu'au jour du défaut, qui n'ont pas été payés. Donc, il y avait des obligations de paiement-là, puis c'est ces obligations de paiement-là qui sont cautionnées dans le cadre de ce cautionnement qu'on appelle gage et matériaux. Cautionnement gage et matériaux, c'est ça que ça vise à faire. C'est que là, la caution arrive sur le chantier, des gens ont pris un paquet de monde qui n'a pas été payé. Ben voici, OK, moi, je vais payer les ouvriers et les matériaux qui ont été commandés jusqu'à maintenant. Moi, je m'engage à payer ça. Évidemment, même principe que pour un cautionnement d'exécution. Je parle de tantôt, ils vont ensuite réclamer ça à l'entrepreneur, certes. Mais bon, si l'entrepreneur manquait de fonds déjà, il n'y en a pas qui seront miraculeusement apparus, normalement, entre-temps. Mais c'est à ça que sert ce deuxième cautionnement-là pour payer essentiellement le passé qui a été engagé jusqu'à maintenant, qui n'avait pas été payé en termes de salaire et de matériaux. Quand on combine salaire et matériaux, c'est pas mal ça qui va constituer l'ouvrage. Donc, les salaires et les matériaux. Ça sécurise beaucoup les sous-traitants. Ils sont bien sûr, on va rassurer eux qui seront éventuellement payés si l'entrepreneur disparaît. Eux vont être payés pour ça. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que pour la moitié, et aussi habituellement pour la moitié de la valeur du contrat, c'est le montant est le même montant de 50 %. Donc, si on est cohérent, si on peut payer jusqu'à 50 % de ce qui a été engagé, puis 50 % de ce qui reste engagé, bien, normalement, on devrait avoir avec les deux, en combinant les deux cautionnements, d'avoir assez pour compléter la totalité du projet. Exact. Le gage matériaux, ça ressemble.
Fait que c'est quand même quelque chose de particulier. Tu sais, on paye pour une garantie, dans le fond, qui n'est pas à notre bénéfice, hein, comme donneur d'ordre. C'est au bénéfice, finalement, des sous-traitants puis des fournisseurs de matériaux de l'entrepreneur général. Fait que plusieurs pourraient se demander, ben, c'est quoi mon intérêt de payer pour ça? Ben, sachez que les sous-traitants, les fournisseurs de matériaux qui dénoncent votre contrat pourraient apposer une hypothèque légale, tu sais, sur votre bâtiment si jamais, comme en fait, pour eux, c'est leur garantie finalement d'être payés, ben, justement avec une caution comme ça qui leur assure d'être payés, ben, ça vous protège, en tout cas en partie, de l'inscription finalement d'une hypothèque légale parce qu'ils bon, ont plus de chances d'être payés, évidemment. OK. Donc, voilà. Ça serait pour cette raison-là qu'on recommande d'aller en ce sens, quoique dans la LCOP, je pense qu'ils n'ont juste pas le choix, là, mais Oui, c'est ça, tu fais de la LCOP, les contrats des organismes publics, prescrit essentiellement, surtout quand tu as demandé un cautionnement de soumission. Là, tu n'as pas le choix de demander les deux autres aussi qui viennent avec, cautionnement pour l'exécution et des obligations de paiement des gages matériaux, ou les salaires des matériaux, pour être plus précis. Le gage, c'est un peu un terme vieillot. C'est mignon, mais c'est vieillot. oui. Avez-vous acquitté mes gages? Ouais, c'est gage, c'est vraiment salaire et matériaux, hein, le terme. En tout cas, ouais, Utilisé maintenant, généralement, oui, certainement. Mais exact. encore dans le jargon, on entend encore beaucoup gage de matériaux. Les cautionnements, les garanties, est-ce que ça, on peut assumer aussi que les soumissions vont être plus élevées? Il n'y a aucun cadeau qui se donne, là. Il n'y a rien qui est gratuit dans ce beau monde, là. Les soumissionnaires vont pas, ils vont soumissionner en fonction de ça. Assurément, assurément qu'il y a un frais à ça. En fait, selon nos dernières validations, puis là, tu sais, c'est sous toute réserve, là, j'entendais, puis là, évidemment, le chiffre est quand même variable, là, mais entre 3 et 10% là, de la valeur du contrat, ça pourrait être ce à quoi on devrait s'attendre là, à payer pour le full package de garantie qu'on vient de nommer, là. Appelons ça comme ça. Fait que c'est quand même un pensez-y bien. Par contre, dans certains domaines d'affaires comme la construction, je pense que c'est un must d'aller là. Dans d'autres domaines d'affaires, par contre, je pense qu'il faut faire une bonne analyse de risque pour s'assurer que on en a vraiment besoin. D'ailleurs, je me permets de vous partager un peu mes réflexions là, sur ça serait quoi, dans le fond, les circonstances qui devraient nous. Puis là, j'exclus le domaine de la construction là, parce que c'est un domaine qui est assez bien rodé en termes de cautionnement, mais si on pense à des contrats d'acquisition, des contrats de services techniques, même de services professionnels, là, je pense qu'il faut envisager les éléments suivants avant de dire est-ce que j'en demande ou pas. Fait que je vous énonce une série de critères là, de mon cru. Non. Le premier, ça serait lorsque le contexte économique est incertain. On l'a vécu à la sortie de la pandémie, hein, de l'hyperinflation. On le vit présentement avec les tarifs douaniers. En fait, dans un contexte économique incertain, les fournisseurs peuvent subir des changements non prévus dans leur chaîne d'approvisionnement, ben, des hausses imprévues, des coûts en cours d'exécution des contrats, puis la caution pourrait venir nous protéger justement de volonté là, de fournisseurs de vouloir remettre les paramètres de leur contrat sur la table ou même de se retirer, d'arrêter de livrer des biens ou de rendre des services. Fait que ça pourrait être un des premiers éléments qui nous amène à vouloir exiger là, de telles garanties. Aussi, un autre élément qui devrait faire partie de la réflexion, c'est facile de changer de fournisseur dans mon domaine d'affaires en cours d'exécution de contrat. Est-ce que la courbe d'apprentissage pour un nouveau fournisseur est longue ou somme toute assez courte, en l'espace de 2 semaines, on est capable de former les nouveaux employés ou le nouveau fournisseur pour livrer les contrats. Fait que ça se fait rapidement. Donc, évidemment, plus la courbe d'apprentissage elle est courte, moins c'est d'intérêt là, d'aller chercher une telle garantie parce qu'on sait que si notre entrepreneur, notre fournisseur fait défaut, on est capable de se revirer de bord assez facilement.
Un autre critère, c'est lorsqu'il y a peu de fournisseurs qualifiés pour exécuter le contrat ou peu ou pas de biens équivalents disponibles sur le marché. Donc, encore une fois, c'est un peu le même principe. Tu sais, si tu as peu de fournisseurs, mettons qu'il y en a rien que deux, bon, le premier, c'est lui qui était à contrat, il fait défaut, tu te revires de bord vers le deuxième, puis son carnet de commandes, son carnet de travail est loadé. Puis tu sais que tu n'en as pas un troisième pour te revirer de bord. Donc, dans ces cas-là, je pense que ça peut valoir la peine d'aller chercher des garanties de soumission. L'autre, ben, pas juste des soumissions, là, mais des cautionnements. Ouais, le full package. Et pour reprendre mon expression. Un autre critère, lorsque l'exécution du contrat concerne une activité prioritaire pour la mission de votre organisation. Donc, dans le cas d'une municipalité, on pense aux services essentiels aux citoyens, le déneigement, la collecte des ordures, ce genre de service-là qui est au cœur de la mission de notre organisation ou qui est très stratégique pour votre organisation, puis vous les connaissez, ces contrats-là, là, ben, ça vaut peut-être la peine d'aller chercher là, les bonnes garanties pour s'assurer justement que notre contrat ne fasse pas défaut justement à notre mission. Aussi, évidemment, lorsque la non-qualité des livrables ou la non-exécution du contrat a des impacts sur la sécurité opérationnelle ou la réputation ou même des impacts importants légaux ou financiers sur notre organisation, ben ça aussi, ça peut valoir la peine d'aller chercher là, de telles garanties. Donc, essayons de voir c'est quoi les impacts d'une mauvaise exécution de contrat pour déterminer et les impacts sont élevés, puis les conséquences sont sévères pour mon organisation. Je dois aller me protéger davantage. Oui, vas-y, Maggie. Entre la neige qui tombe et le gazon qui pousse, il y a des urgences plus importantes que d'autres. Puis on s'en rend compte qu'à demander la même chose pour ce genre de risque-là qui est complètement différent, ben c'est un frein à l'entrée, évidemment, parce que ça coûte de l'argent. Aussi, on freine des nouveaux fournisseurs qui veulent s'introduire dans un marché parfois où ils vont devoir passer à travers une série de critères. Des fois, les gens sont pas toujours prêts pour valider. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est nécessaire à ce qu'on va faire? Quel est le risque de ne pas avoir ce service-là? En tout cas, je vais parler pour les municipalités, si on a peur d'avoir peur. La caution, ça règle pas tout. Faut courir après ça aussi. Faut trouver des solutions. Et c'est pas si simple que ça. On a maintenant, exemple, l'évaluation de rendement qui vient aussi un petit peu faire peur aux fournisseurs. On a toutes sortes d'autres possibilités d'aller faire en sorte que notre fournisseur, ça ne tente pas d'être à défaut. Il veut faire ce qu'il a à faire, mais des fois, les risques, les marges de profit sont faibles dans plusieurs zones, comme des marchés de services, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est nécessaire de rajouter une couche supplémentaire? Ça ferme un peu le marché, ça vient mettre un peu de roche dans l'angle de pierre, de sable dans l'engrenage. Moi, je pense que la prudence, c'est vraiment de mise et si ce n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. C'est juste pas nécessaire et c'est pas obligatoire à un appel d'offres. Il faut se garder cette réflexion-là à chaque fois qu'on va en appel d'offres parce qu'on a souvent tendance à répéter les mêmes choses d'une année à l'autre. Puis, ben, c'est pas vrai, les marchés changent, l'évolution du nombre de fournisseurs, bon, les risques, la neige qui tombe restera de la neige qui tombe versus du gazon qui pousse, ça change pas. Mais il y a quand même des modifications dans l'évolution des marchés qui méritent qu'on se pose ces questions-là et qu'on revienne avec une réflexion qui dit, ben, finalement, est-ce que ça vaut la peine, même pour un cautionnement de soumission, parfois, quand on connaît très, très, très bien notre marché, puis qu'on sait que c'est toujours les mêmes ou qu'on sait comment ça va s'organiser un petit peu dans notre tête, on voit un peu l'horizon de notre marché, on connaît notre job. Si c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. C'est pas un miracle, puis c'est pas non plus une baguette magique qui va nous promettre que tout va bien aller de toute façon. Non, exact. Puis, tu sais, il faut aussi se coller à c'est quoi les us et coutumes du domaine d'affaires dans lequel on est. Exact. Par exemple, à un contrat de maintenance et support de logiciels. Moi, j'ai jamais vu ça, là, des cautions dans ce domaine-là, ou d'aller chercher des garanties financières là, autres dans ce domaine d'affaires-là. Fait que bref, tu sais, c'est important aussi de s'intéresser à c'est-tu de coutume, ça, dans ce marché-là, d'aller chercher de telles garanties. Puis si la réponse est non, ben aventurons-nous pas dans ça parce qu'évidemment, on risque de se priver là, de soumissionnaires. Les soumissionnaires ne voudront pas embarquer dans l'aventure, tout simplement. Exact. Puis Michel Chardin aussi.
Les Vas-y, cautions, c'est Patrick. un frein aussi pour les petites entreprises. On l'a mentionné tout à l'heure. Peut-être on est certains fournisseurs qui ne seront pas en mesure de soumissionner à cause que c'est trop gros pour eux autres de fournir une caution. Donc, est-ce qu'on fait mal au Exact. marché aussi? Exactement. D'ailleurs, nous, on l'a expérimenté en changeant des pratiques comme ça là, dans certains marchés d'entretien. Là. Justement, le gazon en est un bon exemple où on avait l'habitude de systématiquement aller chercher des garanties financières, pas nécessairement toujours sous la forme de caution. En fait, on ouvrait la porte à différents types de garanties. Mais en retirant cette exigence-là, on a vu une pluie de nouveaux joueurs débarquer, puis c'était au meilleur bénéfice là, de la ville. C'est un domaine d'affaires où il y a beaucoup de fournisseurs. Donc, s'il y en a un qui nous fait défaut, on peut se revirer de bord très rapidement pour continuer de faire exécuter nos besoins. Puis, ça ne nous empêche pas finalement de réclamer les dommages aux fournisseurs en défaut. C'est juste qu'évidemment, on risque de courir un petit peu plus longtemps après nos sous. Par contre, le domaine de la construction est un domaine qui est particulier, hein, je le répète, parce que c'est quand même notre thème principal, puis je veux le ramener dans des... Puis il faut savoir que la majorité des entreprises de construction au Québec, c'est des entreprises de moins de 5 employés. Donc, on a beaucoup de petits entrepreneurs au Québec. Et donc, pour faire exécuter un petit contrat, tu sais, puis là, ben, chaque organisation a sa gestion de risque à faire. Tu sais, est-ce que c'est 250 000 ou moins? Est-ce que c'est moins de 100 000 Tu sais, chaque organisation pourra déterminer ce seuil-là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les petits contrats de construction, ça vaut peut-être la peine d'ouvrir le marché, soit en retirant ces exigences-là dans de très petits contrats, ou encore d'ouvrir la porte à non seulement accepter des cautions, mais aussi accepter d'autres formes de garantie comme les chèques visés, les traites bancaires, les lettres de garantie révocables, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Toutefois, à partir d'un certain montant, puis là, votre organisation pourra gérer son risque, je pense que la caution dans un contrat de construction est un incontournable pour les motifs qu'on a mentionnés tout à l'heure. Ça vous assure non seulement une protection financière, mais aussi ça vous assure l'exécution de votre contrat, qui est quand même important. Puis les conséquences, évidemment, d'un chantier qui arrête en plein milieu sont quand même beaucoup plus importantes qu'un fournisseur qui ne livre pas des boulons. Pour reprendre un exemple d'un précédent épisode. Mais tu sais, on en a parlé tantôt, la construction est assez bien rodée avec les cautions, mais tu sais, même si le sujet aujourd'hui, c'est plus la construction, en général, les cautions, surtout qu'on sort de la construction, il faut vraiment se poser des questions. Il y a des endroits où, dans certains dossiers, par exemple, on avait retiré le processus de cautionnement, puis tout ça, puis c'est des appels que j'ai reçus pour me dire merci beaucoup parce que dans l'industrie dans laquelle on est, ça fait pas trop de sens, c'est difficile, ça demande des dossiers quand même volumineux, c'est beaucoup de gestion de paperasse, là, d'amener son dossier puis de se faire valoir. C'est tout vrai, c'est vrai, la solvabilité, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de documents. Donc, d'où l'importance de dire surtout qu'on sort de la construction, en plus de est-ce que le seuil, le montant est nécessaire pour demander ça, ben, à l'extérieur de ça, je pense qu'il faut encore plus la poser la question. Exact. Puis il ne faut pas oublier là, qu'il y a des marchés qui ne se cautionnent juste pas. Hein? Fourniture de boulons, pour reprendre mon exemple, ça ne se cautionne pas. En fait, outre la construction, il y a certains services techniques qui vont se cautionner, comme l'entretien ménager, le déneigement, ces choses-là. Mais de la fourniture de biens et des services professionnels, ça se cautionne pas. Mais c'est un bon exemple. Il n'y a pas un produit offert par des compagnies de caution comme il y en a pour le cautionnement d'exécution d'un contrat de construction. Exact. Ça n'existe pas. Tu peux évidemment faire cautionner par une société mère, autre, et d'autres qui pourraient venir cautionner, mais conceptuellement, en effet, c'est assez limité les produits, comme on a vu tantôt, d'un cautionnement d'exécution contre un montant d'argent et une valeur, pour venir terminer un projet. C'est assez exclusif à la construction. Exact. Et certains services techniques comme l'entretien ménager, puis bon, ceux que j'ai nommés, là. Oui. Tu as évoqué à quelques reprises des autres possibilités, d'autres types de garanties qui peuvent remplacer le cautionnement, même si on aime beaucoup le cautionnement, si on le trouve intéressant. J'aurais des contre-exemples pour toi. Il y a clairement il y a un niveau en deçà duquel c'est pas utile d'avoir des cautionnements et au-dessus duquel aussi ça devient un peu inutile. Dans les très, très grands projets, oui. Des cautionnements,
puis on les a demandés, puis surtout dans des très gros PPP ou des très gros projets de construction qui ont été réalisés en conception, construction, financement. C'est arrivé, on en réclame tout le temps, on s'entête, on s'arrache la tête, c'est donc utile, c'est donc utile. Et les deux grands exemples, de Carillion et l'autre en Ontario, il y a eu des défauts. Les cautions ont trouvé le moyen de ne pas intervenir. Les questionnements sont arrivés parfaitement inutiles et ça a beaucoup, beaucoup changé l'appréciation et l'évaluation qu'on s'est fait de l'utilité de ça. Il y a une tendance très, très nette à aller plutôt à ce moment-là pour tu parlais tantôt d'une lettre de crédit irrévocable. C'est un peu le même principe, c'est qu'on a une lettre de crédit sur laquelle on peut tirer en cas de défaut. Une fois qu'on déclare un défaut, hop, on tire dessus. Et voilà. Le principe est là. Donc, bon, on a de l'argent directement accessible. On n'a pas cet intermédiaire d'une caution qui dit ah, ben non, ma foi, moi, c'est qu'il y a des exceptions au contrat de cautionnement, comme c'est un contrat lui-même. La caution peut trouver des moyens de ne pas exécuter ses obligations s'il y a eu un problème, il y a un défaut au sein même du contrat de cautionnement, soit par le donneur d'ouvrage, soit par l'entrepreneur. Le classique, l'objection classique est ah, vous avez dénaturé le contrat. Moi, je m'étais engagé à cautionner un contrat qui faisait ça de tel montant, puis avec tel degré de complexité. Mais là, à force des changements que vous avez faits, ça a tellement changé. Ce n'est plus le même contrat. Vous avez dénaturé le contrat. Je suis libéré de mes obligations de cautionnement. Et donc, quand il y a plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars en jeu, ça peut être tentant de dire, oh, non, je n'ai plus le même contrat. Non, je suis libéré de mes obligations, moi. Et là, vous êtes coincé comme dans notre ouvrage à la fois poursuivre votre entrepreneur et poursuivre la caution. Et pendant ce temps-là, tout est arrêté. Donc, de plus en plus, la tendance est de demander plutôt une lettre de crédit de quelques dizaines de millions de dollars, ce qui te permet au moins d'avoir de l'argent directement disponible et d'être capable de poursuivre la réalisation du chantier qui est à utiliser le même entrepreneur, mais en ayant tiré sur la lettre de crédit, puis lui avoir permis de régler ses problèmes d'argent. Voilà. Tout à fait pertinent. Merci beaucoup aux panélistes pour cette première partie. Maintenant, nous allons enchaîner avec le volet assurance. Assurance en construction. Les produits d'assurance permettant d'assurer un ouvrage de construction ainsi que certains risques qui en découlent sont nombreux et complexes. Ces assurances sont essentielles pour tout chantier de construction. Il existe plusieurs types d'assurances, comme une assurance de biens de type tout risque, ou wrap-up, ou assurance responsabilité professionnelle, donc une panoplie d'assurances à la disposition du donneur d'ouvrage. Lorsqu'un projet prend forme, qu'il s'agisse de la construction d'un pont, d'un bâtiment ou d'une infrastructure publique, plusieurs types d'assurances entrent en jeu pour protéger les différentes parties prenantes contre les risques financiers et opérationnels. Panélistes, démystifions les types d'assurances pour un projet de construction. Qui veut prendre la parole? Écoute, je pense que je peux me lancer, comme on a abordé tantôt le contrat de cautionnement. Puis on reste dans les contrats, on oublie que l'assurance, c'est un domaine particulier, c'est un contrat spécifique. C'est un type de contrat qui est régi par le Code civil du Québec lui aussi. C'est un contrat nommé, le contrat d'assurance, c'est une longue section du Code civil, sur le contrat d'assurance, et qui se distingue du cautionnement principalement parce que là, c'est pas une question de défaut. On ne vient pas garantir l'exécution de certaines obligations quand survient ou quand advient un défaut, mais vraiment, carrément, on vient assurer les risques. L'assurance, le principe de l'assurance, c'est qu'on transfère à un assureur, en contrepartie du paiement d'une prime, les risques qu'on peut encourir, et lorsque surviennent ou se réalise un tel risque et que ça nous cause des dommages, l'assureur va venir nous payer un montant pour nous indemniser pour les dommages qu'on a subis. Et donc, le concept est vraiment celui-là. On transfère vraiment à un tiers, l'assureur, le risque, disant, diantre, moi, je suis inquiet, j'ai peur que ma maison brûle, je veux pas prendre le risque que si ma maison brûle, je dois la repayer. Donc, je paye chaque mois un assureur. Je dis, tiens, regarde, je te donne 100 $ par mois. Mais si ma maison brûle, tu vas la payer pour moi. C'est toi qui vas rembourser ma maison. Et donc, l'assureur, lui, sa business, c'est de faire les probabilités, de dire, OK, si j'ai 100 000 personnes qui payent 100 000 $ par mois, 10 millions de dollars de primes par mois, combien je risque de devoir payer pour des maisons qui vont brûler? Si je calcule le nombre de fois où des maisons brûlent statistiquement, c'est comme ça que ça fait le business d'assureur. L'idée étant justement ça pour en construction, c'est-à-dire, il y a toutes sortes de risques qui peuvent arriver. Il peut y avoir des bris, il
peut échapper une grue, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir des mauvais travaux qui s'effondrent, quelque chose. On ne veut pas assumer le risque de perte et devoir payer nous-mêmes si on doit tout recommencer ça. On va transférer ce risque-là à un tiers, un assureur qui compte le paiement d'une prime, puis lui, il va évaluer son risque, il va nous estimer la prime qu'il va nous facturer. Pour ça, il va prendre le risque que si survient un tel événement, il va nous compenser, il va nous payer le coût des dommages qu'on aura encourus. Donc, le contrat d'assurance, c'est le concept qui couvre habituellement tout type de risque ou tout type de dommages. C'est plus comme ça qu'on conçoit les assurances pour les dommages qui résultent de certains risques. C'est pour ça qu'on a des assurances en construction qui vont être sur les biens ou sur les travaux, sur le chantier sur le chantier, ou sinon il y a des assurances de responsabilité civile. Ça, c'est une assurance qu'on ne réalise pas, chacun qu'on souscrit. Mais c'est des assurances qui vont vous protéger, vous disons, pour vraiment rendre ça concret pour tout le monde, au plan personnel, si vous déneigez mal vos marches d'escalier, c'est le cas classique, même s'il n'y a plus de facteurs qui viennent ou de moins en moins. Si le facteur vient, il glisse et il se blesse, vous êtes normalement tenu, vous êtes responsable du fait que vous avez mal déneigé vos marches, vous avez encouru votre responsabilité civile, il a subi un dommage, il y a un lien de causalité entre les deux, vous êtes responsable de lui rembourser les dommages. Ben, votre assurance maison, normalement, comprend une assurance pour votre responsabilité civile, précisément pour ça. Pour ça, vous dites, oups, ben, tiens, je vais transférer ça à mon assureur, puis tiens, assureur, paye ce pauvre facteur qui s'est blessé dans mes marches d'escalier. Le même principe sur un chantier de construction, il y a toutes sortes de choses qui peuvent mal virer. Un lift qui fonce dans quelque chose ou dans quelqu'un qui cause des dommages, hop, il y a des réclamations. Il y a un assureur et une assurance qui est souscrite pour ça. Et l'assureur vient nous indemniser, vient payer le coût des dommages qu'on a subis. Donc, contrairement au cautionnement, c'est vraiment on fait défaut. Tu vois, puis il y a quelqu'un qui va venir exécuter des obligations de place. Là, tout le monde se comporte à peu près bien, mais se produisent des événements imprévus, imprévisibles, donc mais qui peuvent arriver. Il y a un risque que ça arrive, et c'est incertain. Et quand ils se produisent, ben, quelqu'un vient nous indemniser. Ça, c'est l'essence de l'assurance. Puis il y a toutes sortes de domaines dans un chantier, toutes sortes de raisons qui peuvent, toutes sortes de types de polices, de types de risques qui sont assurés, puis c'est très saucissonné. Là, je peux laisser la parole à mes collègues qui en ont vu, puis qui en exigent souvent, puis qui sont amenés à réviser les exigences d'assurance qui doivent accompagner la soumission. Oui, ben Maggie, je propose de prendre la relève, mais gêne-toi pas, hein, si tu veux m'interrompre. En fait, ben, tu sais, je propose de passer en revue un peu les assurances les plus fréquentes là, qu'on retrouve dans un contrat de construction. Je vais y aller avec un premier duo parce que généralement, il faut faire un choix entre exiger une assurance responsabilité civile générale ou exiger une assurance responsabilité civile globale des chantiers de type wrap-up. C'est général, donc, on demande un ou l'autre. Au niveau de l'assurance responsabilité civile générale, c'est souvent une assurance que l'entrepreneur a déjà. Hein. Évidemment, il n'y a peut-être pas la couverture que vous demandez, c'est-à-dire, mettons que vous demandez un 10 millions de couverture. Lui, il y a peut-être de facto un 5 millions, 2 millions. Mais la plupart des entreprises là, qui sont en affaires ont ce type d'assurance-là. Comme le mentionnait Antoine, c'est vraiment une assurance qui protège le fournisseur des conséquences financières en cas de réclamation ou poursuite intentée par une personne qui a subi soit des dommages corporels ou des dommages matériels. Par personne, j'entends personne physique ou morale. Là. Donc, qui peut soit découler d'un sinistre, d'un incident, une collision, bref, toutes sortes d'événements dont le fournisseur est impliqué, puis qui résultent toujours, évidemment, d'un acte involontaire de sa part. Ça ressemble beaucoup au niveau de l'assurance responsabilité civile globale des chantiers de type wrap-up. Donc, ça couvre aussi, c'est aussi une assurance responsabilité qui vise à indemniser des tiers pour des dommages matériels ou des préjudices corporels qui sont causés. Mais évidemment, c'est plus spécifique au domaine de la construction. Il faut vraiment que ce soit des suites d'une activité de construction sur un chantier donné. En fait, à la différence de l'assurance responsabilité civile générale, dans l'assurance wrap-up, je vais la résumer wrap-up là, pour les fins de la discussion, la wrap-up est vraiment associée à un chantier donné.
Alors que l'assurance responsabilité civile générale, ça peut être toute activité de l'entrepreneur faite n'importe où. Donc, c'est vraiment une garantie qui est spécifique à un chantier. L'autre grande différence, c'est que dans la wrap-up, ça vient couvrir tous les intervenants sur le chantier. Donc, on parle de l'entrepreneur, le propriétaire, ses sous-traitants, les fournisseurs de matériaux, même les professionnels qui conçoivent l'ouvrage, parce qu'évidemment, ils ont une présence à y avoir sur le chantier, hein, de par leur activité de surveillance. Donc, vraiment, ça couvre tous les intervenants sur le chantier. C'est ça que vient dire wrap-up. Ouais, Ça enveloppe tout le monde. Donc, évidemment, la wrap-up, c'est important de la choisir dans des contrats où il y a beaucoup de sous-traitants. Donc, des grands chantiers, par exemple, une construction neuve où on a à peu près tous les corps de métier là, qui vont se chevaucher sur un chantier, versus un contrat de réfection, par exemple, de salle de bain, pour prendre un contre-exemple. Ben là, il y a moins d'intervenants, il y a moins de sous-traitants impliqués. Donc, l'assurance responsabilité civile générale peut très bien faire l'affaire. La valeur aussi du contrat est un facteur dans le choix. Un contrat de service aussi, par exemple. Oui, exactement. La responsabilité civile sera suffisante. Oui, bien, en fait, la responsabilité civile globale des chantiers wrap-up ne peut être utilisée que dans des contrats de construction. Exact. Ça, c'est bien important de le noter. Absolument. Une autre assurance qu'on retrouve là, dans les contrats de construction, c'est l'assurance responsabilité civile de pollution d'entrepreneurs. Donc, c'est une assurance responsabilité civile de pollution elle est requise, cette assurance-là, lorsque les travaux qui sont à exécuter par l'entrepreneur impliquent la manipulation ou l'enlèvement de matières polluantes, comme de l'amiante, par exemple, hein, qui est le cas qu'on voit le plus fréquemment peut-être dans nos institutions, ou encore ça implique l'installation ou l'enlèvement d'équipements pouvant polluer. On pense à des réservoirs pétroliers, des génératrices au diesel, tu sais, ce genre de trucs-là qui, s'ils se répandent, bien évidemment, peuvent causer des dommages environnementaux importants. Donc, en fait, c'est important aussi de savoir que souvent, on se fait poser la question lorsqu'on demande ce type d'assurance-là. Ouais, mais dans mon assurance responsabilité civile générale ou dans ma wrap-up, j'ai déjà une disposition qui couvre les risques de pollution soudaine et accidentelle. C'est différent, en fait, l'assurance responsabilité civile de pollution parce que ça couvre en fait, ça couvre pas justement la protection, les risques de pollution soudaine et accidentelle. Ça protège, l'avenant protège le fournisseur des conséquences financières d'un déversement soudain en cours d'exécution du contrat, alors que l'assurance pollution, elle couvre l'entrepreneur des conséquences financières d'un déversement après l'exécution du contrat. Donc, si jamais il a mal fait son travail, puis qu'il y a une fuite dans le réservoir, puis finalement, ça se répand, c'est là que cette assurance-là entre en scène. Donc, il y a vraiment des distinctions à faire entre ces deux couvertures-là, puis ça ne couvre pas les mêmes éléments. Il y a aussi, il faut distinguer des fois quand c'est qu'une assurance, généralement, une limite maximale, une limite par incident, et autres qui peuvent être, ou même une limite globale. Il y a des assurances comme ça qui sont limitées, que ça va être 50 millions au total. Là. Après ça, c'est pas 50 millions par incident, c'est 50 millions all in all. Si ça coûte plus que ça, ou si tu as 2 incidents de 25 millions, après 50 millions, c'est fini, je ne paye plus. Et tout. Donc, si tu inclus plus de choses, il y a tellement de choses qui sont incluses dans ton assurance civile générale, tu peux avoir un problème avec, si tu crains des incidents spécifiques en matière de pollution, tu peux prendre une assurance pollution donc précise pour isoler ce risque-là puis le sortir de ton assurance responsabilité civile générale. Tout à fait, excellent point. Puis même pour faire du pouce sur ce que tu mentionnes, c'est un autre avantage d'aller chercher une wrap-up parce que la wrap-up est associée directement à ton projet de construction. Donc, la couverture finalement de ta wrap-up, la limite financière, elle est vraiment pour le projet. Il ne peut pas y avoir d'autres projets qui viennent gober là, ta limite financière. Donc, c'est un autre avantage de la wrap-up. Ça me permet de revenir un peu en arrière. Sinon, un autre type d'assurance qu'on retrouve beaucoup là, dans les contrats de construction, c'est l'assurance tout risque de chantier, hein, qui est une assurance qui est requise souvent lorsque les travaux sont à l'intérieur ou sur un bâtiment. Sur un bâtiment, je pense à une toiture, au revêtement extérieur. Là. Donc,
faut faire attention, il ne faut pas demander une tout-risque chantier lorsqu'on fait des travaux, là, soit dans un parc, dans le cas d'une municipalité, ou des travaux là, dans les rues sur le réseau municipal. Il faut vraiment que ça concerne un bâtiment parce que c'est une assurance bien, hein, l'assurance tout-risque de chantier. Puis aussi, il faut quand même que le projet en vaille une certaine valeur. Là, puis là, c'est à chaque organisation d'établir son risque. Donc, bref, l'assurance, ça couvre les dommages matériels à l'ouvrage puis au chantier visé par un contrat de construction. Donc, par chantier, on entend là, la zone que l'entrepreneur a le soin, garde et contrôle. Donc, ça vient vraiment couvrir les dommages qui pourraient avoir lieu dans cette zone-là de chantier. Donc, par exemple, si le chantier est un local dans un édifice, bien, ça vient couvrir les dommages qui auraient lieu dans ce local-là. Si jamais il y a un incident qui se passe dans le local qui percole sur le reste de l'édifice, bien, le reste de l'édifice est couvert par l'assurance responsabilité civile générale de l'entreprise, mais pas ce qui se passe dans la zone de chantier. Donc, évidemment, plus le chantier est important, plus ça vaut la peine d'aller chercher une protection qui couvre l'ensemble en fait, de ne pas limiter finalement la valeur de l'assurance tout risque à la valeur du contrat, mais aussi d'inclure la valeur du chantier dans votre couverture d'assurance. Parce que quand le chantier est un édifice complet, ben ça vaudrait peut-être la peine d'inclure non seulement le million des travaux à faire, mais aussi la valeur de l'édifice parce que l'assurance responsabilité civile risque de ne pas couvrir des dommages qui auraient lieu dans la zone de chantier. Donc, comme je le disais, c'est une assurance bien de type tout risque qui couvre des dommages matériels à l'ouvrage en construction et au chantier découlant d'un sinistre couvert. Donc, comme l'assurance responsabilité civile globale de chantier de type wrap-up, l'assurance tout risque de chantier couvre un chantier de construction donné. Donc, encore une fois, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les dommages qui auraient lieu dans d'autres chantiers de l'entrepreneur ne viendront pas piger sur ta limite de couverture d'assurance pour une telle assurance. C'est vraiment associé à un chantier donné pour une valeur X couverte. Donc, aussi, dans ce type d'assurance-là, on peut demander qu'il y ait une garantie qui vient couvrir le bris de machine. En fait, ce qu'on appelle une garantie bris de machine. Cette garantie-là, elle peut soit être incluse dans l'assurance touriste chantier ou ça peut être une assurance à part. En fait, les deux produits existent et s'équivalent, en tout cas selon ma compréhension. Puis là, des experts en assurance pourraient me contredire, là, mais donc vraiment, on va aller chercher la garantie bris de machine ou l'assurance spécifique bris de machine lorsque notre contrat implique l'essai ou la mise en marche d'équipements comme des chaudières, des équipements sous pression, des entrées électriques, des pompes, des génératrices, tout équipement électrique, électronique. Donc, cette garantie-là, elle peut faire l'objet... oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment si jamais il y a un problème lors de la mise en service de la machine, par exemple, un arc flash qui vient mettre le feu, ben le fait d'avoir cette couverture-là protège justement la machine qui a été mise finalement, qui a été mis en service, voilà. Alors que si vous ne l'avez pas, ben, votre assurance tout risque de chantier risque de ne pas couvrir cet aspect-là. Donc, c'est important d'aller chercher. C'est compliqué. Oui. Effectivement, ça fait beaucoup de risques, mais c'est à vos risques et périls. Une question pour toi, Marie-Michel. Je t'entends, Oui. puis vous connaissez très bien ça, mais on se met dans les souliers d'un approvisionneur qui n'en fait pas souvent d'appel d'offres construction. C'est quoi, où va-t-il se tourner pour obtenir conseil? Un courtier d'assurance, il faut qu'il rédige un appel d'offres, mais il sait pas quoi prendre comme assurance, il ne sait pas quoi écrire. Quel conseil tu lui donnerais? Moi, je recommande aux organisations de se faire une matrice d'analyse de risque qui est dans le fond un outil d'aide à la décision finalement pour leur conseiller en approvisionnement pour choisir les bonnes garanties d'assurance. Il y a quand même des patterns là, assez faciles à identifier, puis qui couvrent à peu près 90% des cas, puis le 10% restant, ben, on ira chercher des conseils ad hoc là, lorsque ces cas-là se présenteront. Donc, d'une part, une organisation solide se doit
d'outiller ces conseillers en approvisionnement en élaborant des matrices d'aide à la décision en ce sens. Après ça, évidemment, c'est toujours mieux d'aller chercher des sources neutres d'informations en matière d'assurance, parce que si on consulte une compagnie d'assurance ou un courtier en assurance, ben c'est sûr qu'eux, ils vont vouloir que tu mettes le gros paquet dans ton contrat, puis là, ben, tu risques d'être surprotégé. Donc, il existe des compagnies, justement, qui offrent des conseils en assurance sans vendre des assurances. Donc, moi, c'est vers ce genre de ressources-là que je référerais les gens pour s'assurer d'avoir vraiment une opinion neutre de la chose. C'est habituellement ce qui est fait dans les très grands projets. Invariablement, le package d'assurance, il doit être extrêmement complet et autres. La pratique s'est orientée vers ça. En effet, au départ, il y avait des courtiers en assurance qu'on utilisait. Puis, on se rendait compte qu'il y avait un petit conflit d'intérêts là. Et puis, il s'est développé quand même une bonne base de gens qui sont des purs conseillers en assurance, qui connaissent bien ça, puis qui savent qu'il y a un sérieux besoin pour de tels conseils, parce que ça devient, c'est pas toujours simple, l'assurance. Ça se complexifie. C'est pourtant, ça devrait pas être si compliqué que ça, pourtant, là, mais les polices, ça en mêle les unes dans les autres. Les produits sont de plus en plus subtils. Bon, il y a quelqu'un qui a de l'argent à faire là-dedans, puis on n'est même pas entré dans les subtilités des assureurs eux-mêmes, puis de leur réassurance à eux. Puis après, mais même de documenter ce qu'on fait, parce que comme tu dis, Marie-Michel, la recette revient souvent, dépendant à quel type de marché on s'adresse, quel type de service, de type de construction, ça va revenir au même, à un moment donné, c'est une roue qui tourne, donc de bien documenter ce qu'on fait, de garder des traces, puis garder des traces aussi, des leçons apprises ou des bons coups qu'on a fait, je pense que c'est important aussi, puis de se les partager entre organisations, c'est bon aussi. Tout à fait. Fait que pour des trucs répétitifs, qui reviennent souvent, c'est vrai que c'est une bonne idée de reprendre. Exact. Mais bon, avec chaque fois un peu de discernement, mais quand même, le fait que les exigences d'assurance restent les mêmes, les risques, quand les risques sont les mêmes, les mêmes assurances devraient être bonnes pour les mêmes risques. Là. Exact. Ouais, les risques, il y en a une dizaine maximum, de différents dans un contrat de construction. Donc, il suffit de les énumérer, puis bon, d'avoir un arbre décisionnel. Lorsque ce risque-là survient, ben, prends cette branche-là. Lorsque cet autre risque-là utilise telle autre branche. Donc, ça se fait assez bien, là, un arbre décisionnel de la sorte. Panélistes, l'épisode 8 tire à sa fin. Et encore une fois, du contenu très intéressant. L'apport collectif est maintenant une source de référence pour plusieurs, et je vous en remercie. Quant à vous, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cet épisode. N'hésitez pas à le partager et nous suivre pour d'autres discussions sur les enjeux qui façonnent notre nation. Et n'oubliez pas, supportez vos organisations en amenant le meilleur de vous-même afin de prouver la pertinence et la valeur inestimable qu'apporte un service d'approvisionnement. Surtout maintenant lors de ces temps turbulents. Merci à Chaîne d'approvisionnement Canada ainsi qu'à tous nos partenaires qui sont joints à la famille Nation Supply Chain. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement, faites partie du changement et aidez-nous à valoriser la profession. On se revoit à l'épisode 9 le mois prochain où nous parlerons gestion et évaluation des fournisseurs pour une chaîne d'approvisionnement performante avec Patricia, Alain et Gabriel. Merci panélistes et à bientôt!